Oh, is she a misty memory? Bonjour, je m'appelle Marfa Smirnova. Je suis journaliste, j'anime une chaîne YouTube et depuis plus de 2 ans, je suis aussi correspondante de guerre. Cette émission spéciale de Traxist a été enregistrée en Géorgie, où je vis désormais. Je ne peux pas retourner en Russie, comme beaucoup de gens. Nous sommes donc obligés d'observer de loin ceux qui sont restés là-bas et qui ne sont pas d'accord avec le régime, ce que Poutine ne leur pardonne pas. Vous savez pardonner? Oui. Mais pas tout. Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas? La trahison. La vengeance de Poutine n'épargne personne. Politiques, opposants, anciens amis, journalistes, militants. Tous ceux qui osent entraver son chemin font tôt ou tard l'objet de représailles. L'année dernière, la mort brutale de Yevgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner qui avait organisé une mutinerie contre Poutine, a marqué les esprits. Plus récemment, l'assassinat d'Alexeï Navalny a été pour beaucoup un choc douloureux. Qui sera le prochain? On ne peut qu'être inquiet pour celles et ceux qui ont choisi de rester en Russie, malgré la machine répressive qui y sévit. Je m'appelle Christina, j'ai 19 ans et je suis étudiante en art contemporain. Alexeï Navalny est mort le 16 février. Je me souviens qu'à mon arrivée à l'université, il y avait une atmosphère générale de deuil. J'étais avec mes camarades en cours d'histoire de l'art. Beaucoup pleuraient. Ce jour-là, j'ai eu le sentiment qu'il était impossible de rester inactif. Après le cours, nous sommes allés place Krasnieva Rota. Il y a là-bas un monument aux victimes de la répression politique. On voulait y déposer des fleurs. Je me suis mise devant le monument avec une feuille de papier sur laquelle était écrit « Alexeï Navalny est mort aujourd'hui ». Au bout de 5 minutes, des policiers sont arrivés et m'ont embarqué. J'ai eu très peur. Mais après, on était assis dans leur véhicule de fonction et l'un d'eux a demandé sa cigarette électronique à l'autre. Je me suis rendu compte que c'était des êtres humains et je leur ai demandé leur âge. Ils avaient 22 et 26 ans. C'est dingue. En d'autres circonstances, on aurait pu se rencontrer dans un bar. C'est ce qui est le plus terrifiant. Ce sont des gens comme nous, quasiment du même âge et qui fument comme moi. C'est surréaliste, absurde. Ensuite, ils m'ont emmené au commissariat. Un type, à l'air agressif, est venu nous demander « Vous n'avez pas une autre façon d'exprimer votre chagrin? Pourquoi vous êtes allé déposer des fleurs avec votre feuille de papier au lieu de rester chez vous ?» Je lui ai dit que je ne voulais pas me disputer avec lui, que je me ferais suffisamment sermonner par mes parents en rentrant chez moi. Navalny a bien sûr influencé ma façon de voir les choses, comme celle de mes amis. À 14 ans déjà, j'allais à ces meetings avec mes camarades de classe. À l'époque, c'était encore possible. C'était en 2018-2019. Je m'appelle Nikolai Lyaskin et j'ai travaillé des années avec Alexeï Navalny. Bonjour Alexeï. Salut Nikolai.
Pour nos spectateurs étrangers, je dois préciser qu'on n'a plus le droit de nommer la structure au sein de laquelle travaillait Alexei et beaucoup de gens bien en Russie. Car elle est aujourd'hui classée organisation extrémiste. Et reconnaître qu'on en a fait partie, c'est s'exposer à d'éventuelles représailles. L'une des priorités d'Alexei et de ses collaborateurs était d'inciter les gens ordinaires à avoir une conscience politique. La cour de votre immeuble n'est pas nettoyée, c'est politique. Le toit s'effondre, c'est politique. Les élections sont truquées, c'est politique. Et si on s'implique en permanence dans la vie politique, la cour sera nettoyée, le toit réparé et le choix des électeurs respecté. C'est mon pays, c'est ma ville. J'ai toujours essayé de faire en sorte que les choses s'améliorent un peu à Moscou et en Russie. Mes projets concernent l'écologie et la défense des animaux. Ils fédèrent énormément de gens qui ne sont pas indifférents à ce qui se passe. Le retour d'Alexei en Russie a été pour moi un moment clé, qui a acté ma décision de rester ici. Le fait qu'Alexei écrive ses lettres depuis sa prison, enfermé dans une cellule en béton, régulièrement torturé, est tout simplement incroyable. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point c'était un soutien, pour nous tous. La majorité des gens qui sont partis font des choses très bien. Ils peuvent s'exprimer avec plus d'audace que ceux qui sont restés, sans avoir peur. Mais ce qu'ils dénoncent ne servirait à rien sans ceux qui sont restés. La mort d'Alexei a été un coup terrible. Ça paraissait impossible. Je ne pensais pas qu'on pouvait l'assassiner. J'espérais vraiment qu'Alexei serait celui qui changerait la Russie. Alexei a toujours réussi à organiser de grands meetings, à Moscou comme en province. Et même mort, il a suscité l'un des rassemblements les plus importants depuis le début de l'opération militaire. Les dirigeants ont-ils été soulagés par sa mort? Non, car il y a désormais un peu d'Alexei en chacun d'entre nous. Vengeance, ils ont appelé ça comme ça. Tout le système est fondé sur les représailles. J'ai pu le constater par moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que mon acte de protestation m'attire autant d'ennuis. J'ai un procès en cours, avec peut-être une amende à la clé. Le pire serait d'être inculpé de résistance à la police, parce que là, ça peut mal finir. Je suis persuadée qu'à l'heure actuelle, beaucoup sont mécontents de cette situation et qu'ils sont prêts à agir. Je sais que la majorité de mes amis et des gens que je fréquente, et d'autres aussi, pensent que les choses peuvent s'améliorer. La vengeance, c'est une forme de peur. En 2000, quand Poutine est arrivé au pouvoir, on pensait, notamment mes parents, vivre dans un pays libre. Comme tous les adolescents de l'époque, j'écoutais la musique qui avait accompagné la perestroïka, le rock russe. Pour mon premier concert, j'avais 13 ans, j'avais mis un haut noir décolleté avec une cravate rouge et je m'étais maquillée les yeux en noir. Maman nous a laissé partir comme ça, ma sœur et moi. Nous sommes allés à un concert des Bidva, dont on entendait à l'époque les morceaux dans les rues de Moscou. Les documentaristes qui reviendront plus tard sur l'arrivée au pouvoir de Poutine
noteront certainement que l'hymne de l'an 2000 était un tube de ce même groupe, les Битва. Cela montre qu'en 24 ans, certaines choses ont changé et d'autres non. Avant la guerre, tout roulait parfaitement pour nous. On réussissait tout ce qu'on entreprenait. On était autonome. On ne dépendait de personne. On avait construit un empire, Битва. Mais tout s'est effondré. Salut tout le monde. Je m'appelle Ljowa Битва, du groupe éponyme Битва. Би-2. Quand la guerre a commencé, on est tombé de haut. C'était très dur de monter sur scène. Je ne comprenais plus pour qui je chantais. C'était terrible. J'avais l'impression de monter sur scène comme on monte à l'échafaud. Nos dates de concert étaient bouclées sur 1 an et demi. On est arrivé à Omsk, et là, on est tombé sur une banderole au fond de la scène. Elle proclamait en lettres géantes « Z pour le président ». Un type de l'administration arrive en panique. Il voit qu'on est en train de masquer le slogan avec du tissu noir. Il en informe le gouverneur qui nous tombe immédiatement dessus. « Vous faites quoi là ?» Après ça, fini les concerts. Il était clair qu'il fallait qu'on parte. Les nuages s'amoncelaient. Ça, c'était interdit. Ça aussi. Ça aussi. Aujourd'hui, je vis en Espagne. On a fait sortir tout le monde de Russie. Parce que les gens recevaient des coups de téléphone inquiétants. On se disait que tout ça, c'était pas bien grave, qu'on pouvait gérer. Mais le pire, c'est ce qui nous est arrivé cette année. Здесь и сейчас. Les membres du groupe Битва ont été arrêtés en Thaïlande. Ils sont accusés d'avoir donné un concert sans permis de travail. Le consul général de Russie à Phuket, Vladimir Sosnov, n'est pas étranger à cette arrestation. Il a personnellement appelé les services de l'immigration thaïlandais pour exiger que les artistes ne soient pas remis en liberté après le paiement de leur amende, mais expulsés vers la Russie. Quelques jours terribles, pendant lesquels des centaines de milliers de personnes se sont demandé ce qui allait leur arriver. La Thaïlande est une destination assez banale pour des musiciens. En tout cas, on y était allé plusieurs fois ces dernières années, sans que ça ne pose de problème à personne. Mais à Phuket, dès le début du concert, on a vu arriver 3 ou 4 membres des forces de l'ordre. On a payé l'amende. Au début, on était séquestrés au poste de police, mais pour une raison que j'ignore, on nous a ensuite transférés dans un centre de détention provisoire pour migrants. Le sol était en béton. On avait le privilège de dormir sur des tapis. La lumière restait allumée en permanence. Impossible de savoir si c'était le jour ou la nuit. Est-ce que c'est la lumière d'un lampadaire dans la rue ou le soleil ?
on n'en savait rien. Или это какой-то фонарь светит на улице, то есть, или это солнце, черт его знает. То есть, и тогда я уже Et là, j'ai commencé à me dire qu'on perdait le contrôle de la situation. Ils nous ont dit qu'ils avaient des ordres, que c'était parce qu'on n'aimait pas Poutine. За то, что вы Путина не любите. Je suis citoyen israélien. За мной стояла J'avais страна Israël Израиль. derrière moi. Это моя- C'est ma forteresse, qui ne m'abandonne jamais. которая меня просто никогда не- Mais j'étais не inquiet бросит. pour ceux qui avaient des passeports russes. За ребят, которые въехали типа по русским паспортам. К нам постоянно поток. Nous avons reçu la visite des consuls anglais, américains, australiens et israéliens. Le russe, on l'a envoyé se faire voir. Послали нахуй. Я первого улетал. J'ai été le premier à partir. Le principal, c'est qu'on s'en soit sorti. On a pris nos billets d'avion. On a d'abord acheté des billets pour les plus vulnérables, ceux qui avaient un passeport russe. Те, кто rусские паспорта. И самое главное, что Et heureusement qu'Israël nous a tous accueillis. Ну, я, конечно, понимаю, что Je suis bien conscient que je ne suis pas Navalny. Lui, c'était un politique. Ils l'ont tué parce que c'était l'adversaire de Poutine. Moi, on me fait juste des crasses, c'est tout. Вот. А тут просто делают гадости. Я не знаю, чего ожидать вообще. То есть... А я решил, что выкурился. Вчера за On a terminé ce titre hier et on a enregistré cette démo. голос. Нормально звучит? С неведомым руслом. Неизвестность меня не пугает, а влечет. Да, да, да. Мне конкретно... J'ai été déclaré agent de l'étranger. C'est bourré de types du FSB ici. À chaque concert, on sait où ils sont assis. Ils ont la belle vie en Espagne, parce qu'ils vont à des concerts. Mais comme ils ne sourient pas, ça les trahit tout de suite, évidemment. Heureusement, on a un système d'alarme, nos deux chiens, parce que je n'exclus pas qu'ils tentent de nous faire une saloperie. Il y a, à mon avis, un élément important dans l'affaire du meurtre d'Alexeï Navalny. C'est sa maman. Une maman qui prend en défaut le système. Une maman qui est allée veiller le corps de son fils dans le Grand Nord. Une maman qui, lors des funérailles de Navalny, était suivie par les milliers de personnes venues y assister. Les mères en Russie sont actuellement mères de soldats. Et ces mères sont également en conflit avec le système. Elles sont descendues dans la rue. Pour le pouvoir russe, la situation est inconfortable. Difficile de dire qu'elles sont financées par l'Occident ou par les renseignements ukrainiens. Il faut donc trouver d'autres coupables. Un instigateur. On ne coupe pas. Tiens, prends la caméra, Marfa. Bonjour, je suis journaliste anonyme pour Trax East. Je viens de Russie et j'ai co-signé plusieurs reportages que vous avez peut-être vus. Celui-ci, par exemple, ou celui-ci, ou encore celui-là. Jusqu'à présent, il nous semblait préférable de travailler anonymement. C'était moins dangereux pour moi, voire pour les gens que je rencontrais. Mais nous avons changé d'avis. Je m'appelle Nikita Adishchev. Bonjour Nikita. Bonjour Marfa. Мог быть славный денек, но звонок тебе грозит срок за пару строк. Да, тут так себе вайб, видимо пора, ну что ж бывай, водный край. И по кустам ночной тропой, да план отстой, постой.
Je suis à Tbilissi depuis plus d'1 mois déjà. Je suis venu ici parce que je ne supportais plus la propagande de Poutine. Fin janvier, nous avons réalisé avec Arte un reportage sur ces femmes qui exigent des autorités russes le retour de leurs hommes, de leurs proches, maris, fils, frères, qui ont été envoyés se battre en Ukraine. Nous nous rendons à la présidence pour exiger la démobilisation de nos proches. Ils vont essayer de nous manipuler pour qu'on soutienne le président, mais nous allons refuser et exiger le retour de nos proches. Pendant que nous filmions cette scène, nous nous sommes rendus compte que nous étions suivis. Pour ne pas envenimer les choses, nous avons terminé l'interview chez moi. 5 jours plus tard, tous les médias foireux qui soutiennent le Kremlin m'accusent d'être l'instigateur de ce mouvement. Prenez par exemple le mouvement intitulé Qu'il rentre. À sa tête, on trouve une certaine Maria Andreeva. Son mari officie en tant qu'infirmier dans le cadre de l'opération militaire spéciale, sans toutefois prendre part au combat. Juste après la manifestation, elle se rend chez un certain Nikita Adishchev. Je n'ai aucune arrière-pensée en disant ça, du style « Pourquoi ? Comment cela ? Quelles sont leurs relations ? Ce n'est pas le sujet. » Mais je note que ce Nikita Adishchev est un opposant navalniste, qui s'est illustré dans le mouvement Voter intelligent, qui a collaboré avec des agents de l'étranger et fait partie de leurs donateurs. J'ai appelé ma grand-mère et j'ai compris à sa voix que quelque chose clochait, comme si c'était plus ma grand-mère, comme s'il s'était passé quelque chose. Je lui ai demandé ce qu'il y avait et elle m'a dit qu'elle avait regardé l'émission de Nikita Mikhalkov. Je ne sais toujours pas si elle me croit moi ou les propagandistes. Nikita! Bonjour. Bonjour, mon chéri. Ça ne va pas? Tu me manques, je m'inquiète pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Je ne sais pas. T'as l'air perdu. Tu t'es éloigné de tout le monde. Tu es seul. Mamie, je ne suis pas seul et je suis pas perdu. Au début, on n'a pas pris ça au sérieux. Mais dès le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels de journalistes qui me disaient que cette affaire était en train de prendre de l'ampleur. On est venu frapper à ma porte. On a supposé que c'était la police. J'ai rapidement fait mes valises et je suis parti pour Tbilissi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on part comme je l'ai fait? De la peur. 3 heures avant de quitter la Russie, j'ai appelé mon père, à qui j'avais pas parlé depuis 6 mois. Je savais que c'était peut-être notre dernière conversation. Toute la rancœur que je pouvais avoir passait au second plan, car je savais que je le reverrais peut-être plus jamais. En Russie aujourd'hui, quand on vous traite de navalniste, ça équivaut à un carton rouge. Ça veut dire qu'on est d'une manière ou d'une autre lié à une organisation extrémiste. Je n'ai jamais été navalniste. Je n'ai jamais été militant ou affilié d'une façon ou d'une autre à un quelconque mouvement politique. Car j'étais avant tout journaliste. Et un journaliste ne peut pas être un politique. La Russie est pour moi beaucoup plus romantique que cela. Il ne s'agit pas uniquement de politique, mais des gens et de la manière dont ils abordent la politique, de la façon qu'ils ont de rester eux-mêmes et de trouver en eux la force de vivre dans les conditions indignes où l'État les maintient. Le système est affamé. C'est un dragon qui se nourrit du sang des citoyens. Et il a déjà dévoré tout le gratin, tous les gens d'en haut. Il a jeté en prison ceux qu'il voulait jeter en prison, empoisonné ceux qu'il voulait empoisonner. Ceux qui devaient partir sont partis. Et maintenant, le dragon descend l'échelle sociale.
Je déménage dans un nouvel appartement. Mon premier mois à Tbilissi, je l'ai passé ici. Qu'est-ce qu'on emporte avec soi? Quelques affichettes qu'on collait sur les murs de Saint-Pétersbourg et un certificat de nationalité impliquant des obligations militaires, comme aller faire son service. L'agresseur doit de toute façon savoir qu'il n'échappera pas à notre vengeance, qu'il sera anéanti. Nous sommes victimes d'une agression. Et en tant que martyrs, nous irons au paradis. Eux crèveront, tout simplement. C'était en 2018, bien avant le 24 février 2022. Vladimir Poutine répondait à une question sur un éventuel recours à l'arme nucléaire. On nous embête, nous nous vengeons et nous attaquons. C'est la règle simple de l'agression selon Poutine. Rappelez-vous son intervention le matin du 24 février, quand il parlait des objectifs de l'opération militaire spéciale. Nous nous défendons contre des nazis qui ont pris l'Ukraine en otage et qui nous menacent. C'est malheureusement cet argument qui a motivé les Russes à voter pour Poutine il y a quelques jours. Les images qui suivent ont été filmées à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Elles montrent non seulement un village détruit, mais également un endroit où les gens ont vécu pendant plusieurs mois sous occupation. Un endroit où le 23 février, les habitants avaient une bonne opinion des Russes et où le 24, ils se sont mis à les détester. Les Ukrainiens sont-ils avides de représailles et de vengeance? Victoria Ivleva nous répond. Cette photographe a choisi de quitter Moscou pour aller vivre sous les missiles russes en Ukraine. À ma connaissance, des gens vivent toujours dans cette partie de l'immeuble. Ici, il y avait un gros cratère causé par une bombe. Je m'appelle Victoria Ivleva. Je suis journaliste, photographe et bénévole. Je suis arrivée en Ukraine début mars 2022. Dès le 6 ou 7 mars, je me trouvais en Ukraine en pleine débandade. Je ne voulais clairement pas être du côté de la Russie. Votre patrie, votre mère se met à faire du mal à quelqu'un. Vous comprenez qu'elle se comporte mal et vous vous y opposez. Vous ne pouvez rien faire pour changer son comportement, parce qu'elle est énorme, redoutable et qu'elle a bu. Dans ce cas, vous partez aider celui à qui elle fait du mal. Ça me paraît normal. Si j'ai décidé d'aider l'Ukraine et de la défendre avec mes modestes moyens, pourquoi mes enfants auraient-ils dû choisir une autre voie? Mon fils aîné risque actuellement sa vie en apportant de l'eau aux habitants des villes situées le long de la ligne de front. Ça ne semble pas grand-chose, mais il risque sa vie tous les jours. Mon fils cadet défend l'Ukraine. Pendant l'été 2022, mes fils ont participé à l'évacuation de Severodonetsk, puis de Lysychansk. Je me trouvais moi-même à Lysychansk dans les jours qui ont précédé l'occupation russe. Je ne peux jamais aller quelque part comme ça juste pour prendre des photos. J'ai toujours envie de m'impliquer d'une manière ou d'une autre. Et notamment si je vois qu'on peut aider, qu'il faut aider. C'est comme ça que je suis tombée tout à fait par hasard sur un couple avec 4 enfants. Ça tirait pas loin de chez eux, les murs tremblaient.
Et les enfants étaient là, dans la cour. Je suis arrivée en courant et je leur ai hurlé dessus. « Mais où sont vos parents ?» Et ils m'ont emmenée chez eux. Il y avait là une jeune femme qui était en train d'allaiter un nourrisson. Il y avait aussi ses parents, qui avaient déjà un certain âge. Je leur ai dit de se préparer à partir immédiatement, de prendre leurs papiers, qu'on allait les évacuer tout de suite. Le père a dit « Non, je reste. Je veux voir comment tout ça se termine. » Je sais qu'après, on les a mis dans un train et qu'ils sont allés à Lviv. Ensuite, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je pense que c'est l'amour qui fait tourner le monde. En principe, c'est l'amour. Seulement pour certains, c'est l'amour de l'argent. Pour d'autres, l'amour de son prochain. Vous me demandez si je pense à la Russie? J'y pense, bien sûr. Comment ne pas y penser? Ai-je envie d'y retourner? Non, pas pour l'instant. Toute ma vie, que ce soit en Union soviétique ou ensuite en Russie, je me suis trouvée en désaccord avec l'État, à part pendant la perestroïka. L'État ne m'a jamais été sympathique, avec la façon qu'il a d'agresser l'individu, de l'humilier, de se moquer de lui mentir. À cet égard, je me sens très bien en Ukraine. J'ai peut-être de la chance, mais je suis entourée d'un nombre incroyable de gens superbes, gentils, prévenants, attentionnés, et surtout qui ne sont pas indifférents. Le désir de vengeance est un très mauvais sentiment. Il faut punir les crimes qui ont été commis. Pour tous ceux et celles qui ont été tués ou mutilés, qui resteront marqués dans leur chair pendant des années, pour la terre, pour tout ce qui est enfoui dans cette terre et qui y restera longtemps. Il lui faudra du temps pour s'en remettre. Ils doivent être punis pour ça, et punis de manière à ce qu'on s'en souvienne très longtemps.